Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de, vous présenter aujourd'hui un webinaire, donc de l'Autorité des marchés financiers dédié aux politiques de vote et d'engagement actionnarial des sociétés de gestion, ainsi qu'au traitement des instructions de vote en assemblée générale par les teneurs de compte conservateurs. Il s'agit d'un support donc que, nous vous présentons, dans la même logique que celle qui prévaut au cours des journées RCCI, RCSI et qui a pu être utilisé par le passé pour présenter les conclusions des spots cybersécurité ou qualité, des données de reporting. Merci de vous être connectés. Dans le cadre, de cet exercice, donc nous serons plusieurs à vous présenter, les conclusions de nos travaux. Nous accueillons, tout d'abord, 2 invités, externes donc à l'Autorité des marchés financiers qui sont donc madame Diane, Moulonguet, qui est analyste vote et gouvernance au sein de la direction solutions ISR du groupe LBPAM. Diane, bonjour. Ainsi que monsieur Valentin, Vigier, qui est responsable recherche investissement responsable au sein de la société de gestion, la financière de l'Échiquier. Bonjour Valentin. Bonjour. Au sein de l'autorité des marchés financiers, désormais, vous présenteront les conclusions de leurs travaux, Sandrine, Dupont, qui est, adjointe à la directrice des contrôles, sur le périmètre, des prestataires de services d'investissement. Bonjour Sandrine. Ainsi que, Grégory Gallet, inspecteur à la direction des contrôles SGP. Bonjour Bonjour. Grégory. Bonjour. Alexis Cougard, inspecteur à la direction des contrôles, société de gestion de portefeuille SGP. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Guillaume Cressant, inspecteur également à la direction des contrôles, des sociétés de gestion de portefeuille. Et enfin, bonjour Guillaume. Bonjour. Et enfin moi-même, donc Bruno Buresi également, à la direction des contrôles. Quelques mots avant de laisser la parole à nos intervenantes et intervenants sur, ce format. À la suite, d'une introduction, les éléments qui vous seront présentés s'articuleront autour de, 3 thèmes principaux. Le premier va concerner l'élaboration, la validation et la mise à jour du dispositif d'engagement. Nous parlerons d'organisation, de gouvernance, de moyens humains et techniques mis en œuvre dans ce cadre, ainsi qu'un exemple du déploiement de ces différents moyens au sein du groupe LBPAM dans le cadre de l'engagement avec les entreprises. Par la suite, seront présentées les conclusions des travaux sur la mise en œuvre et le suivi des politiques de vote, avec l'exemple notamment des droits de vote. Nous parlerons des prestataires de proxy voting et également, du rôle du teneur de compte conservateur dans ce cadre. Et nos intervenants donc de LBPAM nous indiqueront comment la politique de vote de leur groupe intègre, les enjeux ESG et comment les votes sont organisés en assemblée générale. Enfin, la dernière partie nous verra présenter un sujet relatif à la transparence des votes et des engagements, avec notamment un sujet sur la diffusion de l'information sur ce thème au niveau de la SGP, au niveau entité et au niveau des fonds, ainsi que la mise en œuvre de ces sujets de transparence par les sociétés donc externes intervenant dans le cadre de ce webinaire, via notamment le rapport d'engagement et les actions de plaidoyer. À l'issue des parties numéro 2, 3 et 4 que je viens de présenter, auront lieu des sessions de questions-réponses au cours desquelles nous répondrons à une partie des questions les plus générales, celles pouvant répondre au maximum d'interrogations qui seront posées par vos soins dans le cadre du chat. Sans plus attendre, je passe la parole à Guillaume Cressant qui va introduire ce sujet des politiques de vote et d'engagement des SGP. Merci Bruno. Alors quelques mots effectivement d'introduction sur le contexte plus large effectivement. Alors la finance durable, comme vous le savez, donc est l'une des 3 priorités thématiques du plan stratégique Impact 2027 de l'AMF. Donc l'AMF a en ce sens donc poursuivi ses actions sur la thématique, notamment en déclinant donc ses priorités de supervision sur la finance durable à travers plusieurs campagnes de contrôle spot en gestion d'actifs ces dernières années. Donc pour rappel, l'acronyme SPOT donc vaut pour supervision des
pratiques opérationnelles et thématiques. Donc les contrôles spots sont à visée pédagogique, donc sur la base d'un échantillon d'acteurs sur des thématiques identifiées dans les priorités de supervision de l'AMF. Et l'AMF publie ensuite donc, des synthèses de ces contrôles sur son site internet pour en tirer des enseignements et mettre en lumière des bonnes et des mauvaises pratiques. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, donc, il y a eu trois campagnes spot donc, sur la thématique de la finance durable en gestion d'actifs ces dernières années. Donc, un premier sur les dispositifs de gestion ISR des sociétés de gestion de portefeuille et des critères ESG. Un second sur le respect des engagements extra-financiers contractuels des sociétés de gestion. Et enfin, un troisième sur la mise en œuvre du règlement SFDR. Donc, quelques éléments de contexte également sur le cadre réglementaire en application. On peut rappeler que ce cadre, il favorise la transparence sur les sujets donc, de politique d'engagement et de vote depuis le début des années 2000, puisque la loi de sécurité financière en 2003 a introduit un certain nombre d'obligations pour les sociétés de gestion concernant les politiques de vote et la transparence associée. On peut citer également, en 2017, la directive européenne sur les droits, des actionnaires, plus connue sous son acronyme SRD, 2, qui elle est venue renforcer des exigences de transparence sur la politique de vote et a complété ces exigences, hein, en avec des éléments, je dirais, sur la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion et sur le sujet de la transparence, associée. Ensuite, en 2021 et plus encore dans la réglementation déléguée, entrée en application en 2023, SFDR est venu également traiter du sujet, des politiques d'engagement et du lien donc avec, les incidences, négatives. Le décret 29 FLEC, lui, en 2021, alors dans la continuité, hein, de l'article 173, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, est lui aussi venu compléter un certain nombre d'éléments, sur les politiques, de vote et d'engagement actionnarial. Pour compléter donc ce contexte un petit peu historique sur le cadre réglementaire et les priorités de l'AMF, ce qu'on a pu, voir, hein, au niveau de l'AMF sur les travaux de supervision sur ces thématiques, c'est une place croissante, des politiques d'engagement actionnarial et de vote donc dans les stratégies d'investissement et dans les communications. Donc tout d'abord, c'est un levier, qui a été mis en avant de manière croissante, hein, dans les stratégies dites de transition, en venant s'articuler avec des politiques, de désinvestissement et d'exclusion, sectorielle. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, hein, dans le cadre de la révision, du règlement SFDR, la Commission européenne, dans sa proposition pour la catégorie transition, propose, justement d'introduire un critère, reposant, hein, sur, les politiques, d'engagement actionnarial, hein, qui sera, bien sûr à préciser. Le second élément qu'on a observé, hein, c'est que ces politiques, d'engagement actionnarial et de vote ont été étoffées, hein, par les acteurs au cours des dernières années. Alors à la fois avec un niveau de détail, supplémentaire apporté, mais également avec un élargissement des enjeux extra-financiers adressés par ces politiques. Même si ce qui a été observé dans les travaux de supervision, c'est, des degrés de précision assez hétérogènes, hein, au niveau de ces politiques qui sont parfois principielles à certains égards, notamment dans le suivi, effectif, des dialogues et de l'accompagnement auprès des émetteurs, de la traçabilité des actions et des résultats obtenus ou encore des procédures, d'escalade. Puis le troisième sous-élément, hein, c'est bon, dans la continuité de ce que je viens d'évoquer, hein, c'est un rôle croissant de ces politiques également dans les communications, commerciales, hein, à la fois au niveau des allégations entités et des allégations, produits, de ces fonds. Donc pour toutes ces raisons, l'AMF en a fait une priorité de supervision en 2024. Donc une série de contrôles spot a été menée donc auprès d'un échantillon de 5 sociétés de gestion sur la période 2022-2024, donc des sociétés de gestion à la fois indépendantes ou appartenant à des grands groupes. Et peut-être pour le préciser, hein, les investigations, pardon, elles ont été menées sur le cadre de la gestion, collective et en l'occurrence, hein, les encours de gestion collective des sociétés de l'échantillon, hein, s'échelonnaient d'un peu moins d'1 milliard d'euros à, plus de 50 milliards d'euros d'encours. Et puis il y a les thématiques, hein, du contrôle spot vous sont rappelées à l'écran, mais Bruno les a rappelées dans les propos liminaires et elles vous seront donc présentées au cours de cette présentation. Et je vais passer donc la parole à Grégory pour les éléments sur les moyens techniques et humains. Merci Guillaume. Dernier élément de contexte s'agissant du panel, on a également sélectionné des sociétés qui appartenaient à la fois à des groupes bancaires français et internationaux, ce qui nous permettra aussi d'avoir une vision un peu différente sur le traitement que l'on appartienne à un groupe français ou à un groupe international. Vous verrez qu'il y a quelques subtilités. S'agissant des moyens humains que nous n'avons pu constater, donc en complément des gérants financiers, on s'aperçoit que toutes les sociétés ont des collaborateurs qui sont dédiés au sujet de l'ESG et de l'ISR, alors qu'ils soient ou non intégrés aux équipes de gestion, mais ça c'est quelque chose que
on a constaté dans l'ensemble des sociétés du panel. Ces collaborateurs sont en charge de l'intégration de toutes les problématiques ESG, que ce soit l'établissement de standards, le fait d'effectuer une veille quant aux meilleures pratiques ou encore la mise en œuvre de ces pratiques. Ces équipes sont également dédiées au développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions ESG. Et enfin, elles sont en charge des activités d'engagement dont l'exercice des droits de vote est une partie, et nous le verrons plus tard. En matière de formation, là encore, une bonne pratique que l'on a pu constater est que l'ensemble des sociétés dispensent des formations ESG ICR à leurs collaborateurs. Cependant, seules 3 sociétés du panel que nous avons pu analyser effectuer des formations sur la mise en œuvre de leurs engagements actionnariaux et de l'exercice des droits de vote, notamment à l'attention de leur gérant. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose que les sociétés pourront développer à la suite de ce webinaire. S'agissant des moyens techniques, là encore, une bonne pratique que l'on a pu constater, c'est que toutes les sociétés ont développé des outils internes, des outils qui permettent de centraliser par émetteur l'ensemble des données disponibles, que ce soit la nature des engagements, le délai de mise en œuvre et autres. Donc ça, c'est vrai quelque chose, c'est vraiment une bonne pratique qu'on veut mettre en avant, puisque lorsqu'on est une personne extérieure et que l'on arrive dans une société et qu'on a cet outil à disposition, ça permet d'avoir l'entièreté de l'historique et de la traçabilité de la relation avec l'émetteur. Alors ça, on vous l'indique, les outils peuvent prendre la forme soit d'un outil interne développé, donc souvent sous format Excel, soit on utilise un outil externe. En l'occurrence, l'outil qu'on a pu constater, c'est un outil Microsoft qui est plus ou moins customisé selon les sociétés de gestion. Dans les moyens techniques, et nous y reviendrons un petit peu plus tard, il y a aussi les fournisseurs de services concernant le vote par procuration, le fameux proxy voting. Donc là, quatre opérations qui peuvent être menées par les fournisseurs de services. Donc tout d'abord, la fourniture de recherche concernant la gouvernance des entreprises et des émetteurs. Vous recevez au fil de l'eau des recherches, des informations de ces proxy voteurs. Ensuite, ces proxy voteurs effectuent une analyse de la cohérence des résolutions avec la politique de vote de la SGP. Effectivement, vous transmettez votre politique de vote à votre fournisseur de services et lui l'analyse et essaye de voir la cohérence de votre politique avec la pratique observée. Ensuite, ces proxy voteurs effectuent des recommandations de vote. Et enfin, ils réalisent une partie opérationnelle du dépôt de la décision de vote de la SGP. Dans le cadre, bien évidemment, et ça nous le reverrons plus tard, lorsque vous effectuez le vote de façon désintermédiée par procuration. Et enfin, en termes de gouvernance, toutes les SGP disposaient de comités internes dédiés à l'engagement et à l'exercice des droits de vote. Si nous passons maintenant donc, sur la première thématique qui donnera lieu à des questions-réponses et qui concerne l'engagement, ce que l'on a pu constater, nous, c'est une dichotomie entre, d'un côté, des engagements au niveau de la SGP, qu'on n'a pas identifié dans l'ensemble des SGP, et après, un dispositif d'engagement au niveau émetteur. Alors, au niveau SGP, ce que l'on a pu constater, c'est que ce dispositif d'engagement, il est surtout identifié dans les grands groupes, notamment parce que ça demande une certaine capacité en termes de collaborateurs pour pouvoir mettre en place ce genre de dispositif. Donc cet établissement de plan d'engagement au niveau de la SGP se décline de 2 façons. On a pu voir deux moyens de le mettre en œuvre. Tout d'abord, plusieurs types d'engagements avec un objectif distinct. Donc, les engagements visant à encourager les émetteurs à améliorer la transparence de leurs données ou encore des pratiques sociales, environnementales, des enjeux auxquels elles font face. Et, parce que parfois c'est complémentaire, plusieurs thématiques considérées clés par la SGP, donc que ce soit le changement climatique, la biodiversité, vous les connaissez mieux que nous, c'est celles qui sont mises en avant par les différentes sociétés de la place. Au niveau émetteur, donc là, l'engagement peut prendre 2 formes. Vous avez tout d'abord des engagements individuels qui sont pris avec chaque émetteur. Alors là, encore une fois, c'est souvent sous forme de dialogue proactif et régulier et avec la fixation d'objectifs et d'axes de progrès propres à chaque émetteur. Ce qu'on a constaté, qui est plutôt une pratique également, c'est de mettre en œuvre des objectifs et des axes de progrès qui soient mesurables et quantifiables avec une date de réalisation cible, ce qui permet encore une fois d'avoir une traçabilité, un certain cadencement avec les émetteurs. Bonne pratique également qu'on a pu observer, c'est la détermination annuelle de listes d'entreprises prioritaires pour lesquelles l'engagement individuel est renforcé. Donc là, on ne l'a pas vu chez toutes les sociétés, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant, avec des objectifs de planification et de gestion de ressources internes. En effet, ça permet aux sociétés de déterminer un panel sur lequel les collaborateurs vont avoir une attention un peu plus grande que sur les autres sociétés identifiées. Et enfin, un processus d'escalade qui peut prendre différentes formes, mais qui intervient lorsque l'émetteur ne coopère pas ou est réticent à faire évoluer ses pratiques. Et là, vous voyez, on vous a indiqué les différentes phases que l'on a pu identifier dans le processus d'escalade, avec en dernière solution l'allègement des positions en portefeuille jusqu'au désinvestissement total. C'est quelque chose que nous, on a observé très à la marge dans les sociétés qu'on a pu observer.
c'est vraiment pas l'étape à laquelle on tend à arriver, et nos intervenants nous l'expliqueront en détail. Enfin, autre forme d'engagement qui peut être pris au niveau des émetteurs, ce sont des engagements collaboratifs. Donc là, vous les connaissez également, hein, c'est soit une coopération avec d'autres actionnaires, avec des dépôts conjoints de résolution en Assemblée générale. Il y a également des participations à des groupes de place, qu'ils soient français ou internationaux, et parfois aussi également une contribution aux politiques publiques avec des dialogues engagés avec les autorités de régulation, les organismes gouvernementaux. Et pour pouvoir suivre cela, ce que l'on a pu constater également au sein des sociétés de gestion, c'est qu'ils avaient des outils qui permettaient une mise en œuvre d'un suivi effectif des objectifs et des axes de progrès par émetteur. Donc ça, c'est également une bonne pratique qu'on voulait mettre en avant. Et je passe la main maintenant à nos intervenants externes pour vous donner une vision pratique. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Valentin Vigier, je suis responsable de l'équipe de recherche en investissement responsable au sein de la financière de l'échiquier qui fait partie du groupe LBPM. Donc, LBPM, c'est un asset manager français spécialisé de la gestion d'actifs cotés et des actifs privés également, avec 74 milliards d'euros d'encours sous gestion et environ 350 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous avons été invités pour illustrer ce sujet du vote et de l'engagement. Alors d'abord un petit peu une question au niveau des moyens et de l'organisation. Donc, pour rappel, la financière de l'échiquier et le groupe LBPM sont deux sociétés de gestion distinctes, mais au sein d'un même groupe, avec un process d'investissement ISR qui est commun. Et donc, c'est pour ça que nous avons des équipes qui sont complémentaires, avec une organisation plutôt sectorielle côté la financière de l'échiquier et une organisation avec des experts thématiques côté solutions ISR, donc LBPM, ce qui nous permet vraiment d'avoir voilà, une approche matricielle qui est très complémentaire au service des gestions pour les accompagner dans la mise en place du process d'investissement responsable, dans l'engagement, la gestion des controverses, la recherche sur les enjeux ESG. Alors, quand on investit dans un très grand nombre de sociétés et dans différentes géographies, différents types de fonds et de styles de gestion, c'est important d'avoir voilà, des process en place. Et donc, on a aussi structuré des instances de décision pour mettre en place ce process de vote et d'engagement, mais de manière plus large, notre process d'investissement responsable. Et donc, on a différents comités. Le comité de finances durables, c'est un peu la ligne directe avec le management des sociétés de gestion. C'est la plus haute instance au niveau de la finance durable et qui permet de valider justement les politiques, de valider les grandes décisions, les grandes lignes directrices. Et donc, il se réunit à peu près une fois par mois. On a le comité ESG, là, qui est la ligne directe avec les équipes de gestion. Donc, c'est les équipes ISR et les équipes de gestion qui se retrouvent une fois par semaine, là, vraiment pour discuter concrètement des sociétés, des engagements, des risques, des controverses qu'on peut avoir. Voilà. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange entre les équipes ISR et les équipes de gestion pour discuter des émetteurs, discuter des enjeux ESG, voilà, de manière hebdomadaire. Et enfin, on a le comité GREAT. Donc, GREAT, pour un rappel, c'est la philosophie d'investissement durable du groupe LBPM. Donc, vous pouvez revoir, c'est aussi notre méthodologie de notation des émetteurs pour juger justement de leurs pratiques responsables sur les enjeux ESG. Donc, vous avez la méthodologie sur la droite avec la gouvernance, la gestion durable des ressources, la transition énergétique et le développement des territoires, qui est globalement le pilier où on va regarder toute la chaîne de valeur des émetteurs et quelles sont les pratiques responsables au niveau de cette chaîne de valeur. Et donc le comité GREAT, c'est un peu le comité qui permet de valider tout ce tout ce qui touche justement aux émetteurs et à leurs pratiques de durabilité. Donc on va valider les listes d'exclusion, on va valider les engagements, on va valider la stratégie d'escalade qu'on peut potentiellement, dont on va reparler. Alors concrètement, comment on met en place l'engagement. Donc les pratiques d'engagement, on les détermine notamment à travers notre politique d'engagement et notre politique de vote, qui sont les politiques structurantes qu'on veut le plus pédagogique possible et la plus transparente possible, sur lesquelles on va justement décrire en détail nos objectifs, nos prismes d'analyse sur les différents sujets
des enjeux ESG. Et ensuite, on a des politiques, thématiques et même sectorielles dans lesquelles on va vraiment aller plus loin et on va décrire, nos attentes, pour les émetteurs, notre lecture des enjeux et les contraintes, associées, aux différents fonds. Dans ces politiques, justement, on va, exprimer nos modalités d'action. Donc c'est vraiment on va essayer d'être le plus détaillé possible, pour, accompagner, les équipes et créer vraiment un cadre dans nos pratiques d'engagement. Donc ça va être, justement, on va décrire toutes les actions qu'on peut mettre en place, que ce soit le dialogue, les courriers, les dépôts de résolution en AG ou autres et dans quel cas on va appliquer telle ou telle action et évidemment quand on est investi dans à peu près, peut-être 2 000 émetteurs, c'est qu'on ne peut pas faire de l'engagement avec l'ensemble des sociétés. Donc il faut qu'on détermine une méthodologie pour pouvoir, sélectionner les entreprises à engager, les campagnes d'engagement et donc c'est pour ça qu'on a des critères, d'identification qui sont publics, qui sont présents dans ces politiques. On va, s'orienter vers les sociétés qui ont le plus de chances, avec lesquelles engager, donc les sociétés souvent qui ont le plus de poids dans la gestion, donc là on a un risque le plus important, ou là il va y avoir des controverses, des matérialités, les plus importantes. Bon, d'une stratégie d'engagement, il est important d'avoir, ce qu'on appelle une stratégie d'escalade. Donc c'est, globalement de déterminer en amont et de manière transparente quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour faire avancer un engagement lorsque, voilà, l'émetteur ne répond pas forcément à nos attentes ou ne répond pas suffisamment à nos attentes. C Nous, on part du principe qu'un engagement, c'est vraiment un dialogue avec les émetteurs. C'est pas du tout l'objectif d'imposer une stratégie ou autre, c'est vraiment de discuter, nous, de faire entendre aussi notre voix en tant qu'actionnaire, pour, exposer, bah, voilà, les risques et les sujets, pour nous, nos propres clients, nos propres investisseurs. Heu et donc c'est voilà, donc dans le cadre de ce dialogue, il est important d'avoir, plusieurs étapes, et donc c'est ce qu'on appelle la stratégie d'escalade. Donc nous, on a 3 leviers, dans cette, stratégie d'escalade. On va savoir ce qui va être le dialogue renforcé, donc c'est-à-dire quand on va, voilà, soit, essayer de parler avec un interlocuteur plus élevé dans la hiérarchie, de l'émetteur, faire des engagements collaboratifs dont on pourra reparler un petit peu après, hem, ou, envoyer, des courriers un peu plus formels, lorsqu'on avait, en premier abord, juste des discussions avec, les équipes, RSE, par exemple, de la société. L'autre, levier sur lequel on peut, agir, c'est donc les actions publiques. Donc là, ça va être principalement tout ce qui va être lié à l'assemblée générale, avec, potentiellement soit une prédéclaration des intentions de vote, ou on peut aller jusqu'à déposer des résolutions en assemblée générale. Et enfin, après, il y a des leviers plutôt internes lorsque le dialogue ne fonctionne pas, où là, en fait, on se pose la question étant donné l'état d'avancement, est-ce que ça change quelque chose au cas d'investissement, au profil de risque et au profil de durabilité de l'émetteur. Et donc, justement, au sein de ce comité GREI dont je vous ai parlé, on va décider d'actions directement sur soit le scoring de cet émetteur, on peut avoir une dégradation de la note, et ça peut aller une mise sous surveillance, voire à un allègement de la position jusqu'au désinvestissement, même si, comme on l'a rappelé, c'est plutôt quelque chose euh, de pas très fréquent. L'engagement collaboratif, on en a un petit peu parlé. Alors c'est la majorité de nos engagements, c'est plutôt des engagements, bilatéraux avec les sociétés, mais c'est vrai que les initiatives d'engagement collaboratif sont quand même un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'elles permettent non seulement de mutualiser les éléments de recherche, donc quand on regarde par exemple les plans de transition des sociétés, qui est quelque chose de très important, hem, ça nous permet voilà, de faire des partenariats un petit peu, si je puis dire, avec, d'autres sociétés de gestion, pour pouvoir y aller et surtout renforcer aussi notre poids en tant qu'actionnaire, auprès des émetteurs, pour pouvoir avoir un dialogue. Et je pense que d'un point de vue aussi des émetteurs, c'est intéressant parce que ça permet aussi de rassembler les demandes, d'avoir quelque chose d'unifié. Donc c'est beaucoup plus facile pour les émetteurs de pouvoir répondre à des demandes quand ils ont quelque chose de cohérent et de commun aux émetteurs, que quand ils doivent répondre à, que des engagements, bilatéraux, en one by one avec les sociétés. Et donc, là, vous avez un peu des exemples de toutes les initiatives de place au niveau français, au niveau international, sur différentes thématiques, sur lesquelles, voilà, que nous avons rejoint et nous nous impliquons. Et donc au sein de ces, différentes,
de ces différentes initiatives, le groupe LBPM peut soit prendre un rôle de soutien et donc d'autres sociétés vont être lead ou alors de prendre le lead, d'être de pilote de ces initiatives et de coordonner, pour la coalition, d'investisseurs. Et enfin, les outils sont quelque chose d'important dans le suivi, et la mise en place de ces engagements. Quand on engage avec, énormément de sociétés, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'engagement, c'est des actions qui sont sur le temps long. On ne peut pas demander aux émetteurs de changer, rapidement, donc quand ça prend plusieurs années et donc c'est important d'avoir un outil de suivi pour savoir à chaque fois avec les différents émetteurs où est-ce qu'on en est. On a, au sein du groupe LBPM une plateforme qui s'appelle, Phoenix, donc qui est une plateforme, une base de données, pour, une lecture par émetteur avec, tous les commentaires qui vont être à la fois financiers et extra-financiers et le suivi des engagements. Donc avec les on a dit que pour faire un engagement, voilà, il faut définir un peu des axes de progrès avec un peu des indicateurs précis pour pouvoir suivre, l'amélioration des pratiques et donc, voilà, cet outil permet de centraliser à la fois, au sein de la société de gestion, au sein des différents acteurs, l'information et de pouvoir la suivre dans le temps. Et voilà, je vais m'arrêter là et on peut prendre des questions, si jamais vous le souhaitez. Merci, Guillaume, Grégory et Valentin pour, cette première partie. Nous avons effectivement une question, en ligne, qui est la suivante: pourriez-vous nous indiquer s'il vous semble possible de déléguer les votes dans le cadre, d'une délégation de gestion? Et le cas échéant, est-ce qu'il est possible que les votes de la SGP délégataire soient différents de ceux de la SGP, délégante? Je vous propose, Diane, si vous voulez bien de répondre dans un Oui, bonjour à tous. Donc oui, pour cette question, en fait, les sociétés de gestion, peuvent déléguer l'exercice des droits de vote dans le cadre, d'une délégation de gestion de portefeuille. Donc, au sein du groupe LBPM, on applique 2 politiques de vote, pour des clients, institutionnels externes. Donc on a en effet, des votes qui peuvent être, différents, émis par le groupe LBPAM, pour, des clients. Donc finalement, les votes à proprement parler peuvent être différents, mais les grands principes, de vote de nos clients externes sont, relativement similaires. Ce que j'entends par grand principe, c'est en fait, on a, finalement des clients qui sont aussi investis sur les sujets, ESG et les principes de vote sont souvent les mêmes. On va avoir, des attentes assez similaires. Par exemple, sur, la composition d'un conseil d'administration, on va s'attendre à ce qu'il y ait un minimum, de pourcentage, d'administrateurs indépendants. Maintenant, les règles d'application vont être un petit peu différentes sur, comment est-ce qu'on va exercer le droit de vote si, par exemple, le pourcentage de dépendance du conseil n'était pas suffisamment indépendant. Donc, pour répondre directement à la question, oui, tout à fait, on peut avoir des politiques, de vote, différentes au sein d'une société de gestion. Ces politiques de vote, on les applique pour le compte des clients, et on définit une organisation donc, après, dans la deuxième partie, on va vous présenter l'organisation de l'exercice des droits de vote du groupe LBPM. On a une organisation, encore différente, pour appliquer les droits de vote exercer les droits de vote de nos clients. Pour en fait interagir, avec les clients, pour qu'ils puissent être en capacité durant la saison des assemblées générales de suivre aussi, les votes qu'on souhaite émettre pour eux et s'assurer qu'ils soient bien en adéquation avec, leur politique de vote. Donc, tout à fait. Merci, Diane pour cette réponse. Une question corollaire peut-être à la première, c'est que dans le cas où, cet exercice des droits de vote, donc est délégué avec la délégation de gestion financière, dans quel support, la SGP qui délègue doit-elle préciser, qu'elle a effectué cette action de délégation?
Alors par rapport à la société de gestion qui délègue, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle, précise l'information. Maintenant côté LBPM, ce qu'on fait, c'est que dans nos politiques, de vote, mais également dans notre rapport chaque année, on explique le nombre, on indique le nombre de politiques de vote, externes qu'on a appliquées pour des clients. Sachant que notre rapport d'engagement, rend compte de l'activité de vote et d'engagement du groupe LBPM en application de sa propre politique de vote et d'engagement. Donc les actions menées, pour, les clients institutionnels ne sont pas repris dans ces politiques de vote. Et après en termes de transparence, en fait, tout dépend du client final. Merci. Eh bien, je vous propose, en l'absence de nouvelles questions, de passer à la deuxième partie, la partie numéro 3, pardon, dans l'ordre convenu, concernant la mise en œuvre et le suivi des politiques de vote, avec notamment un focus sur l'exercice des droits de vote. Et je repasse la parole à Grégory. Merci Bruno. Avant de passer la parole à Sandrine, qui vous fera un exemple pratique de la relation avec le teneur de compte conservateur, on va revenir sur 2-3 éléments qu'on a mis en avant dans la note de synthèse concernant l'exercice des droits de vote. Et tout d'abord, c'est des choses que vous connaissez déjà, hein, mais l'exercice de droits de vote peut prendre 2 formes, hein. Une forme organisée de façon décentralisée en partenariat avec un prestataire de proxy voting. C'est majoritairement ce qu'on a pu constater dans les sociétés du panel, puisque, et vous le savez aussi, toutes les sociétés maintenant tendent à participer à 100% des AG et de participer à 100% des votes auxquels elles sont confiées. Donc, c'est une façon de pouvoir justement remplir cet objectif. Et l'autre forme, c'est une participation physique aux assemblées générales. Et en cas d'incapacité de présence physique, ce qu'on a pu observer, c'est que l'exercice des droits de vote était réalisé soit par correspondance ou par délégation au dirigeant de l'émetteur concerné ou à un autre actionnaire. Alors, comme on l'indiquait, le dispositif le plus commun qu'on a pu observer, c'est l'utilisation d'un prestataire de proxy voting. Et en matière de sélection et de suivi des prestataires de proxy voting, ce qu'on a pu voir, c'est une absence d'encadrement par les GP de la sélection de ces prestataires via un processus formalisé et traçable, hein. On n'avait pas de dossier d'appel d'offres, il n'y avait pas d'analyse des candidatures éventuelles, il n'y avait pas de critères objectifs ayant conduit à la sélection. Et cela s'explique en partie par le caractère très concentré de l'offre de services en la matière. On a pu observer qu'il y avait un acteur extrêmement dominant, à la marge un autre acteur qui, lui, est plus en relation avec les sociétés, les émetteurs du CAC 40 et les émetteurs français, mais l'autre, pour tous les autres émetteurs, voilà, est une position extrêmement dominante sur le marché. Ce qui donc peut expliquer l'absence d'encadrement de la sélection de ces prestataires. Et on a également constaté une absence de revue par la SGP de la qualité du service rendu. Et ça se complète avec ce que l'on va présenter après, sur comment au quotidien on peut tracer les travaux de ces prestataires pour s'assurer qu'il y a une cohérence entre la politique de vote que l'on a mise en place au sein de la société et les travaux du prestataire de proxy voting. Alors, cette analyse pratique, on l'a menée afin de s'assurer que l'exercice des droits de vote était mis en œuvre conformément à la politique dédiée de la SGP. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque société, on a déterminé des panels d'émetteurs. Et donc, lorsque l'on est en façon décentralisée, ce qu'on a constaté, c'est que pour chaque résolution, vous avez votre prestataire de proxy voting qui vous transmet en amont du vote la position moyenne du marché pour chaque résolution inscrite à l'ordre du jour pour l'Assemblée générale. Le cas échéant, vous avez la position du management de l'émetteur lorsqu'elle est disponible. Et enfin, vous avez une recommandation personnalisée en application de votre propre politique de vote. Charge à vous, bien évidemment, de procéder à une vérification de cohérence entre cette recommandation personnalisée et les principes de votre politique de vote. Ce que l'on a pu constater en termes de bonnes pratiques, c'est la mise en œuvre d'une traçabilité du nombre de résolutions pour lesquelles les GP ont voté en contradiction avec les recommandations du prestataire de proxy voting et les votes en contradiction avec la politique de vote. Donc là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le suivi des prestataires. Une fois qu'on a cette information à disposition, c'est vrai que l'on peut être en mesure, le cas échéant, de pouvoir analyser la prestation fournie par le prestataire de proxy voting si, en pratique, votre prestataire vous donne des recommandations et qu'elles sont contraires à plus de 90% à votre politique de vote ou contraires à la position du marché, peut-être que, soit il y a un problème au niveau de votre politique de vote, soit le prestataire de proxy voting n'a pas paramétré ce qu'il fallait, enfin tout du moins, sa prestation n'est pas ce que vous pouvez attendre.
Ce qu'on a pu également voir comme bonne pratique, c'est le contrôle par les SGP de la bonne mise en œuvre de la politique de vote via donc un outil dédié de suivi de vote faisant apparaître les résolutions et les caractéristiques des votes par émetteur. Également la recherche et l'analyse a posteriori d'éventuelles anomalies identifiées par l'outil. Et enfin, la production de statistiques de vote, nous le verrons dans la 4e partie. En matière de communication, il est toujours intéressant d'avoir cette donnée, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque nombre de sociétés mettent en avant le fait de participer à 100% des AG auxquels elles sont conviées. Et je passe la parole à Sandrine pour vous parler du rôle de teneur du compte conservateur dans cet exercice des droits de vote. Merci Grégory. Donc effectivement, on va prendre quelques minutes pour vous parler de ce maillon important de la chaîne de responsabilité dans le cadre du traitement des votes en Assemblée générale. Alors en matière d'Assemblée générale, les obligations du teneur de compte conservateur, par la suite je dirais TCC pour aller plus vite, donc sont prévues à l'article 322.7 du règlement général de l'AMF. Donc effectivement, en plus de prévoir que le TCC apporte tous ses soins à la conservation des titres, il doit également apporter tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits de vote qui sont attachés à ces titres, donc les droits de vote. Alors, schématiquement, ce rôle, il va couvrir 2 aspects, l'information des porteurs d'un côté et le traitement des instructions de vote de l'autre. Donc, pour ce qui est de l'information des porteurs, l'obligation du teneur de compte conservateur, c'est de transmettre aux actionnaires ou à leurs mandataires toutes les informations qui ont pu lui être communiquées par la société émettrice, donc afin que les actionnaires puissent exercer leur droit de vote. Les informations qui doivent être obligatoirement transmises couvrent notamment donc, le code ISIN, le nom de l'émetteur, la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée générale, la date d'enregistrement, ainsi que l'adresse URL vers laquelle, où on pourra trouver l'ensemble des informations. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'information des porteurs. Pour ce qui est du traitement des instructions de vote, donc les votes, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, la majorité se font par correspondance. Donc dans ce cas, l'actionnaire utilise un formulaire. À la réception de ce formulaire, le teneur de compte doit donc s'assurer que la position votée est réellement détenue par l'actionnaire et il devra alors indiquer la position éligible au centralisateur et les instructions de vote. Donc, schématiquement, ça peut paraître extrêmement simple finalement comme obligation. En pratique, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a autant de modalités de traitement que de types d'assemblées générales. Donc, il y a les assemblées générales domestiques, les assemblées générales internationales. Les traitements sont aussi différents selon les modalités de vote qui sont utilisées, s'il y a un proxy voting, s'il n'y en a pas. Et puis également, si l'émetteur utilise une plateforme Vote Access ou pas. Par exemple, dans le cas lorsqu'un émetteur utilise Vote Access, les obligations du teneur de compte conservateur, elles seront plus importante parce que au lieu de simplement, entre guillemets, simplement transmettre le bulletin de vote, il va devoir retranscrire fidèlement pour chaque résolution le sens des votes et avant de déposer le bulletin dans l'urne électronique. Donc, finalement, ce qui est important pour assurer le traitement des instructions de vote correctement, c'est pour le teneur de compte conservateur de disposer des moyens nécessaires pour répondre à ces obligations. L'activité du traitement des assemblées générales, c'est une activité qui est caractérisée par une saisonnalité extrêmement forte, avec un pic d'activité au 2e trimestre de chaque année. Et donc, l'enjeu pour les teneurs de compte conservateurs, c'est de mettre en face finalement les moyens nécessaires, donc essentiellement les moyens humains. Donc, il faut savoir adapter les moyens humains à cette saisonnalité importante et puis des moyens informatiques aussi. Donc, finalement, ce qu'on constate en conséquence, c'est l'importance primordiale du corps procédural au sein du teneur de compte conservateur et des modes opératoires qui doivent être détaillés, fonctionnels et à jour. Il est extrêmement important aussi de disposer d'un système d'information efficace afin de pouvoir prévenir au maximum les risques opérationnels
Finalement prévenir l'intervention humaine qui est source forcément d'erreurs importantes. Et puis, il est important aussi de ne pas négliger la construction même du système d'information parce que on a pu constater lors de certains contrôles que des erreurs pouvaient provenir de la construction même des outils. Et puis, on ne le dira jamais assez, la nécessité absolue de réaliser des contrôles afin de pouvoir détecter toutes les erreurs possibles. Merci Sandrine. Je vais prendre la suite avec une présentation de l'activité de vote de LBPM. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les grands principes de notre politique de vote, puis dans un second temps, la manière dont la politique de vote est mise en œuvre chez LBPM. Donc on a une politique de vote qui, se veut être engagée sur les sujets ESG, qui s'inscrit dans la philosophie ISR GREAT que vous a présenté Valentin, tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Notre politique de vote, elle est, bien évidemment publique et en fait, elle présente, nos grands principes de vote qui s'articulent autour des résolutions, soumises, au vote des actionnaires en assemblée générale. Hem Alors, il faut, avoir à l'esprit que les résolutions qui sont soumises au vote, elles concernent majoritairement, des sujets propres à la gouvernance des entreprises et qu'il y a une part beaucoup plus faible, des résolutions qui concernent les sujets environnementaux et sociaux. Hem donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près, sur le scope LBPM qui a un périmètre qui doit représenter, la réalité du marché, on a environ 97 de résolutions qui portent sur la gouvernance et 3 qui portent sur les sujets environnementaux et sociaux. Donc quand on dit gouvernance, c'est, élection d'administrateurs au sein du conseil, rémunération des dirigeants et environnementaux et sociaux, ça va être, les résolutions Science Climate telles que l'approbation de plans de transition ou des résolutions externes qui sont déposées par des actionnaires eux-mêmes et qui portent sur, des thématiques environnementales et sociales. Bien que les résolutions environnementales et sociales soient, beaucoup moins présentes à l'ordre du jour des assemblées générales, chez LBPM, en fait, nos attentes environnementales et sociales, elles se reflètent dans beaucoup de résolutions parce qu'on va les intégrer, directement dans des résolutions qui portent sur les sujets, de gouvernance. Donc par exemple, pour illustrer ce propos, lors, d'un vote sur l'élection d'un administrateur, on va s'attendre à ce qu'il y ait au moins 40 de femmes au sein du conseil, sans quoi on va voter contre, l'élection d'un administrateur masculin. En fait, on va donc adresser une problématique sociale à travers une, résolution qui porte sur la gouvernance des entreprises. Un autre exemple sur la rémunération des dirigeants, on va, attendre à ce qu'il y ait, des critères, ESG matériels qui soient intégrés, à la rémunération, aux critères de rémunération variable, des dirigeants. Donc c'est une politique qui se veut, intégrer les sujets ESG au-delà, des résolutions, qui portent à proprement parler sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc pour aller, davantage dans l'organisation, de l'activité de vote, donc on a une politique qui évolue au fil du temps, et le comité gouvernance joue un rôle, clé dans l'activité de vote. Donc c'est dans cette instance qu'est validée, la politique de vote qui est revue annuellement. Le comité gouvernance, il rassemble, des analystes, ISR, des représentants des équipes de gestion, des représentants des équipes de risque et de conformité. Et donc c'est un comité qui est composé, aussi bien de représentants de la financière de l'échiquier et de LBPM. Et donc, concrètement, en fait, les équipes ISR, pour mettre à jour la politique de vote, vont présenter, des évolutions, qu'elles souhaitent apporter à la politique de vote en tenant compte de 3 principaux éléments. Hem
qui sont l'évolution du contexte réglementaire et normatif. Donc là, on va regarder les évolutions réglementaires, les évolutions des codes de gouvernance FF-MEDEF et code Middle Next pour les plus petites capitalisations, et les recommandations émises par l'AMF dans le cadre de la publication du rapport sur le gouvernement d'entreprise. On va également regarder les recommandations de l'AFG. On va par ailleurs regarder les évolutions des politiques de vote des proxy voting, donc que ce soit ISS, Proxinvest ou Glass Lewis, dont on n'est pas spécialement client, mais on suit ces évolutions pour suivre aussi les tendances de marché. Et on va, prendre, faire évoluer une politique fonction du bilan, de l'exercice, de droit de vote, de l'année précédente. Donc, ces évolutions, une fois qu'elles sont validées par le comité GREAT, elles sont présentées aux gérants dans le cadre d'une formation qui se tient en comité ESG hebdomadaire, qui est le comité qui regroupe les équipes de gestion et les équipes ISR. Sachant que ces évolutions, elles sont, discutées aussi en amont du comité gouvernance pour, échanger, bien évidemment avec les équipes de gestion, sur les évolutions que les équipes ISR, souhaitent apporter. Donc c'est un processus qui va garantir que la politique de vote reste à jour et soit cohérente avec les meilleures pratiques de place. Alors, l'activité de vote, elle est, donc chez LBPM, elle est centralisée au sein de l'équipe ISR, et les droits de vote sont exercés pour le compte de, LBPM et la financière de l'échiquier. L'équipe de vote, c'est, 3 personnes à plein temps durant la saison des assemblées générales. Donc moi et 2 renforts qui viennent temporairement, donc dû à la saisonnalité de l'activité. Hem Pour se faire, une opinion, l'équipe de vote, peut s'appuyer aussi bien sur les équipes de gestion que sur les analyses thématiques ESG. Donc les équipes de gestion, on va s'appuyer, dessus principalement pour analyser des résolutions qui portent sur, des enjeux, financiers, parce que ce soit des opérations de fusion-acquisition, d'opérations sur capital. On considère que, voilà, les équipes de gestion ont, la connaissance fine de l'entreprise sur ces sujets-là. Et les analystes, ESG, vont plutôt être en soutien sur l'analyse des résolutions qui portent sur les thématiques, climat, biodiversité et droits humains. Donc on travaille avec des agences de conseil en vote, j'en présentais 3 tout à l'heure, ISS, Proxinvest et Glass Lewis. On travaille de notre côté avec ISS et Proxinvest. Donc ISS applique notre politique de vote, pour formuler, des recommandations de vote, donc sur mesure, vraiment en application de la politique de vote de LBPM, et on utilise en fait leur, plateforme, de vote Proxy Exchange pour saisir les instructions de vote. Pour certaines assemblées générales, on va par ailleurs confronter les recommandations faites par ISS, avec celles de Proxinvest. On aime beaucoup travailler avec Proxinvest, parce que les recommandations qui sont faites, en fait, la philosophie de la politique de vote de Proxinvest est assez proche de celle de LBPM. Donc on travaille également avec ce prestataire de services, et pour les entreprises du SBF 120, on regarde les alertes qui sont, émises par l'AFG. Hem Donc je pense ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on reçoit, des recommandations de vote, mais on reste autonome dans nos décisions de vote. Il y a, d'ailleurs certaines résolutions pour lesquelles on n'a pas souhaité externaliser l'application de notre politique de vote, car on les considère stratégiques. Ça va être par exemple, les résolutions externes, les résolutions qui portent sur les fusions-acquisitions, mais il y a beaucoup d'autres résolutions qui sont, identifiées, et des cas de figure qui sont identifiés dans un guide interne très, très détaillé. Et donc ces résolutions-là seront analysées, en interne. Hem, on va ensuite, vérifier sur une liste d'entreprises prioritaires la cohérence des recommandations qui sont, faites par ISS avec notre politique de vote. Donc pour ces assemblées générales prioritaires, l'équipe de vote, elle va systématiquement contrôler, ce qui est recommandé par ISS, et on va transmettre aux équipes de gestion les intentions de vote. Donc en fait, on a voulu déployer une organisation qui se veut être, la plus, transversale possible, hem, et puis comme je disais, en répondant à la question tout à l'heure, on applique des politiques de vote, pour des clients, externes, où là, l'organisation, diffère en fonction de la prestation qui a été, établie avec le client.
Alors pourquoi est-ce qu'on établit cette, liste d'assemblées générales prioritaires? En fait, on vote à 1 800 assemblées générales, au sein du groupe LBPM pour lesquelles ISS nous fait des recommandations de vote et on souhaite échantillonner les entreprises, pour pouvoir contrôler les recommandations de vote qui nous sont faites de la part de l'ISS. Heu, c'est pas le seul intérêt d'établir cette liste d'entreprises prioritaires. Au-delà, de, superviser la prestation avec ISS, ça nous permet, 3 choses. Dans un premier temps, de suivre les entreprises, à fort enjeu pour LBPM. Dans un second temps, de mettre en œuvre notre stratégie d'engagement, sur la gouvernance. Donc en fait, on va prioriser, certains émetteurs dans nos actions d'engagement pré-assemblée générale et expliquer aux émetteurs pourquoi est-ce qu'on a voté contre certaines de résolutions de manière, voilà, on va leur expliquer de manière systématique. Hem et ensuite, dans un troisième temps, vu qu'en fait, on envoie, ces intentions de vote aux équipes de gestion, on va, avoir des retours des équipes de gestion, centraliser les points de vue et ça va nous permettre, d'alimenter les réflexions pour faire évoluer notre politique de vote. Donc quels sont les critères qui sont, regardés pour délimiter cette liste d'assemblée générale prioritaire? Hem i on va regarder les plus grosses positions du groupe LBPM, les entreprises où on détient, une part, assez significative du capital et aussi les entreprises avec lesquelles on a déjà eu une démarche d'engagement les années précédentes pour pouvoir continuer, dans la démarche, d'engagement et avoir un vrai suivi dans le temps. Dans le cadre de la gestion de nos conflits d'intérêts, on va aussi regarder les sociétés où, l'APE, l'Agence des participations de l'État est présente et les filiales de la Caisse des dépôts. C'est, en fait, pour, la Caisse des dépôts et l'APE, notre objectif, c'est d'éviter tout conflit d'intérêts parce qu'on appartient en groupe, la Caisse des dépôts. Donc il ne s'agit pas d'orienter le sens du vote, mais au contraire, il s'agit de s'assurer que notre politique, elle est bien respectée et bien impliquée pour éviter tout conflit d'intérêts. Hem donc sur les conflits, d'intérêts, on a mis chez LBPM en place une, politique de vote, assez stricte pour garantir l'indépendance de nos votes. Le premier point fort de notre politique de gestion des conflits d'intérêts, c'est qu'on va respecter les principes qui sont définis dans notre politique de vote. On implique notre politique de vote de manière uniforme à l'ensemble, de nos participations et ça, c'est essentiel, parce que comme je disais, on appartient à un grand groupe bancaire et ça nous permet d'éviter tout traitement, de faveur envers des entreprises qui pourraient notamment être, clientes de la banque. Le 2e, point, je dirais fort de notre, politique de gestion des conflits d'intérêts, c'est que compte tenu de nos liens capitalistiques avec certaines entités, on est, affilié à Aegon, la Banque Postale, La Poste, la Caisse des dépôts, CNP Assurances et on a décidé de s'abstenir de voter à toutes les assemblées générales, tenues par Aegon, étant donné que c'est une entreprise cotée et pour, les autres sociétés non cotées en bourse auxquelles on est affilié, on a, on a décidé de s'abstenir de voter sur, toutes les résolutions qui portent sur la nomination des mandataires sociaux qui siègent au sein des entités qui nous sont affiliées. Donc c'est, les mesures qu'on a mis en place pour, garantir que nos votes, restent, indépendants et conformes à nos principes, de vote. On a donc sur cette slide, on a fait un schéma récapitulatif du processus de vote. Pour, le décrire très, très brièvement parce que ça résume, finalement les propos que je viens de tenir. Dans un premier temps et dans un second temps, en fait, on va, analyser, les résolutions, en partenariat avec, les agences de conseil en vote, et on va engager, avec certaines sociétés de gestion en amont des assemblées générales pour comprendre les résolutions et les enjeux, que les entreprises ont en termes de gouvernance. On a par ailleurs mis en place toute une mécanique, en interne, tout un système d'alerte qui nous permet, d'être, informés, de certaines typologies de résolutions ou d'assemblées générales, hem à enjeux très spécifiques. Donc il y a vraiment tout un processus d'identification, d'assemblée générale à enjeux qui nous permettent de prioriser les entreprises sur lesquelles on va, mettre de l'énergie dans nos analyses et dans nos engagements. Dans un troisième temps,
on va instruire les votes. Donc là, directement sur la plateforme de vote Proxy Exchange. C'est ensuite relayé par ISS via cette plateforme de vote auprès des dépositaires. Et les dépositaires votent ensuite, transmettent les votes soit à d'autres intermédiaires, soit directement aux entreprises. On peut également faire un engagement post-assemblée générale, donc pour expliquer les résolutions, les résolutions pour lesquelles on s'est opposé en assemblée générale, donc tout ça dans une démarche d'accompagnement auprès des entreprises. Et on va enfin contrôler après la saison des assemblées générales si les instructions de vote que nous avons saisies sur Proxy Exchange ont bien été transmises par le dépositaire aux entreprises. Donc pour ça, en fait, très concrètement, hein, on échange avec les dépositaires à la fin de la saison des assemblées générales. On prend un échantillon d'entreprises et on va leur demander de nous expliquer si les votes ont bien été transmis auprès des entreprises. Et ça nous permet de s'assurer que les informations aussi qui remontent sur notre plateforme de vote sont bien les bonnes, et ça permet de tracer la chaîne de vote. Peut-être juste pour conclure la présentation sur l'activité de vote, je voulais insister sur un point qui est important pour LBPAM. Notre objectif, c'est de voter à 100% des assemblées générales. Je le disais tout à l'heure, ça fait environ 1800 assemblées générales par an, ce qui est beaucoup. Les agences de conseil en vote, ce sont des partenaires qui sont essentielles pour nous, parce qu'on doit voter dans des zones géographiques qui sont aussi très éparses. On vote dans plus de 40 pays avec des règles et des pratiques de gouvernance qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et les équipes locales des agences de conseil en vote apportent une expertise qui est précieuse pour nous, pour comprendre les spécificités locales. Et on voulait partager cet élément parce que c'est particulièrement important aujourd'hui dans le contexte où l'administration Trump remet en question le rôle des agences de conseil en vote et cherche à limiter leur influence, notamment à réduire la mise en œuvre de politiques de vote ESG. Et chez LBPM, on considère que c'est la responsabilité des sociétés de gestion de mettre en œuvre des mécanismes pour superviser et contrôler les recommandations qui sont faites par les agences de conseil en vote, pour voter de manière informée et autonome, et en tant que client aussi exercer une influence, une pression lorsque nécessaire auprès des agences de conseil en vote pour garantir que les politiques de vote qu'on souhaite mettre en œuvre puissent être mises en œuvre au regard des informations qu'elles récupèrent. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. Merci, Diane, Sandrine et Grégory pour cette, partie 3 dont nous arrivons à son terme. Donc, je vous propose de répondre à quelques questions qui ont été posées par les participantes et participants, au cours de la présentation. Donc, une première question, peut-être sur le sujet, donc du prestataire de proxy voting. Hem La question est la suivante, sans recours à un prestataire de proxy voting, comment assurer la traçabilité, des votes émis en contradiction avec la politique de vote? C'est comment? C'est-à-dire de quel point de vue matériel? Et la suggestion ici, dans la question, c'est prendre en compte la confirmation du gérant et ou par exemple le contrôle des procès-verbaux. Est-ce que, Grégory, tu souhaites apporter une réponse sur le sujet? Oui, alors on va apporter une réponse, mais qui va être une réponse d'un point de vue régulateur. Je dirais qu'il faudrait, comme on l'a mis en avant dans la présentation, développer un outil interne qui peut prendre différentes formes, mais par exemple un outil Excel qui va lister l'ensemble des votes contre et y adjoindre l'ensemble des documents justificatifs à ce vote contre pour permettre deux choses. S'assurer dans le temps que la politique de vote est bien dimensionnée au regard des votes effectués, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de votes contre, peut-être qu'il faudra modifier votre politique de vote. Et également, deuxième point, le mettre en perspective avec ce que disait Guillaume en introduction, puisque les politiques de vote et d'engagement sont des éléments commerciaux mis en avant par les sociétés de gestion. Et si ce qui est mis en avant est contraire à ce qui est réalisé en pratique, là aussi également, ça pourrait poser un problème. Et encore une fois, ça c'est le point de vue du régulateur qui apprécie d'avoir une forte traçabilité sur l'ensemble des votes effectués. Merci, Grégory.
Une deuxième question qui, nous amène cette fois sur le champ des teneurs de comptes conservateurs, des TCC. La question est la suivante: doit-on comprendre que ces TCC ont l'obligation, de rendre compte à la SGP de l'exercice effectif du vote aux AG d'un émetteur à la suite des instructions reçues de cette SGP ou de son proxy voteur? Sandrine, si tu veux bien, je te propose de répondre à cette question. Oui, bien sûr, merci pour cette question. Alors oui, effectivement, le teneur, enfin le dépositaire de la société de enfin des fonds qui assure la tenue de compte conservation est effectivement avant tout un prestataire de la société de gestion, et à ce titre, la société de gestion doit contrôler la façon dont le service lui est fourni par son prestataire. Et d'ailleurs, enfin, Diane répondait en partie à la question tout à l'heure en disant qu'effectivement, à la fin de chaque campagne d'AG, il réalise un certain nombre de contrôles, enfin sur un échantillon d'assemblée générale, il vérifie que le dépositaire a bien transmis les instructions de vote telles qu'elles avaient été émises. Et donc effectivement, à la fois le teneur de compte conservateur a l'obligation de rendre des comptes sur les services qu'il fournit, et la société de gestion a l'obligation de contrôler les services qui lui sont fournis par son prestataire. Merci Sandrine. Une troisième question, sur ce sujet que je vais poser à Guillaume, si, il le veut bien, et qui va concerner le futur cadre SFDR 2.0. La question est la suivante: est-ce qu'un fonds de transition ou durable dans le futur cadre SFDR 2.0 doit forcément avoir une stratégie d'engagement spécifique, ou si la société de gestion mène un engagement collaboratif global, est-ce que cet engagement n'a pas besoin d'être, spécifique? Merci Bruno. Donc effectivement, à ce stade, il est un petit peu, tôt pour pouvoir vous apporter une réponse précise sur ce sujet. Alors effectivement, comme je l'ai dit, la commission, dans sa proposition donc de révision de la réglementation, SFDR, donc ouvre maintenant la phase à une phase de négociation, législative. À ce stade, on ne peut que s'en remettre à la formulation utilisée par, la Commission européenne qui, prévoit, hein, le cas des investissements qui sont assortis d'une stratégie d'engagement, crédible. Et la commission, à ce stade, précise simplement, hein, que la stratégie d'engagement doit, dans le cas d'espèces, viser des changements, précis au moyen d'étapes qui sont, jalonnées et définies, et dont la réalisation est mesurée, au regard, hein, des objectifs et des jalons, que je viens d'évoquer, tout en intégrant, des mesures d'escalade. Donc pour, les critères un peu plus fins, finalement, sur la typologie des engagements et je dirais des conditions qui pourront y être associées, ça, la commission prévoit d'introduire de la réglementation déléguée pour venir préciser un certain nombre de choses, hein, sur SFDR2. Et la commission, au-delà des stratégies d'engagement, finalement, utilise le terme crédible, finalement, pour tout un ensemble de critères, les plans de transition, des indicateurs spécifiques, et cetera, dont on peut espérer, en tout cas, qu'elle viendra dans la réglementation déléguée, venir préciser des critères plus précis. Mais pour l'instant, on ne peut que se rattacher aux critères un petit peu génériques, hein, que je viens d'évoquer dans la rédaction de la proposition. Merci, Guillaume. Et peut-être une dernière question que je vais poser, s'ils le veulent bien, nos invités, sur le Japan Stewardship Code. Donc la personne, connectée nous pose la question suivante: ce Japan Stewardship Code a été récemment mis à jour. L'une des nouvelles exigences pour les SGP consiste à divulguer le nombre d'actions détenues dans une entreprise afin de favoriser un dialogue constructif avec celle-ci. Est-ce une pratique que vous appliquez déjà? Merci pour la question. Je voulais y répondre par écrit parce que la réponse est finalement assez rapide pour le moment. Ce n'est pas une information que nous publions dans nos rapports. Très bien. Merci beaucoup, Diane. Eh bien, je vous propose, de passer à, la dernière partie de l'exercice, donc partie 4, qui concerne la transparence en matière de vote et d'action, d'engagement, et je passe la parole à mon collègue Alexis, s'agissant de l'information diffusée au niveau de l'entité et des fonds. Merci Bruno. Rebonjour à tous. Donc, la transparence en matière de vote et d'action d'engagement concerne la
diffusion de l'information qui se fait à deux niveaux, au niveau de l'entité et, comme on le verra aussi, au niveau des fonds. Au niveau de l'entité, nous avons identifié différents supports de diffusion de cette information qui sont la politique de vote et d'engagement, le rapport annuel de vote et d'engagement et le code de transparence. S'agissant de la politique de vote et d'engagement, donc tout simplement, elle est disponible sur le site internet, donc elle est facilement consultable par les acteurs. S'agissant du rapport annuel de vote et d'engagement, de la même manière, il est disponible sur le site internet de la SGP. Nous avons aussi relevé qu'il rend compte du dialogue actionnarial, des réalisations de l'engagement individuel et des participations aux assemblées générales. Et d'autres points notables ont été relevés, notamment le fait qu'il peut rappeler les principes de la politique de vote et aussi en détailler les principes de façon plus aboutie. Il peut également proposer une analyse de l'impact des votes sur la stratégie ou la gouvernance des émetteurs. Il peut par ailleurs donner des exemples de visites d'entreprise, exposer les tendances du vote liées au climat et enfin recenser les votes contre et les abstentions au regard des résolutions sociales et environnementales. S'agissant maintenant du code de transparence, comme les deux supports précédents, il est également disponible sur le site internet des sociétés de gestion. Et lui peut indiquer où trouver les politiques de vote et d'engagement sur le site internet en question. Il peut mettre en avant les démarches d'investissement responsable, décrire la politique de vote et d'engagement lui aussi, et expliquer les pratiques de vote et d'engagement en matière d'investissement responsable. Dernier volet de la diffusion de l'information. Donc, comme je le disais au début, elle se passe au niveau des fonds et elle se décline en deux documents qui sont d'une part le prospectus des fonds et d'autre part le rapport annuel des fonds. Donc, le prospectus des fonds, lui, fait référence à la politique de vote et d'engagement actionnarial et renvoie au site internet pour la consulter. Et il rend également compte des votes en assemblée générale. Le rapport annuel des fonds, lui, est disponible dans l'annexe SFDR 4 des fonds article 8 et dans l'annexe SFDR 5 des fonds article 9. Ce que nous avons relevé, c'est qu'il contient notamment des éléments statistiques relatifs au vote effectué au cours de l'exercice écoulé. Et il contient aussi des informations comme les objectifs et les caractéristiques ESG du fonds, les indicateurs clés qui sont utilisés pour mesurer les performances ESG des actifs détenus, les facteurs ESG qui sont pris en compte dans les décisions d'investissement, et enfin la disponibilité de la politique de vote sur le site internet, mais sans en fournir le lien néanmoins, ce qui constitue le dernier constat que nous avons relevé à ce niveau-là. Pour des éléments complémentaires relevant de la transparence des pratiques de vote et d'engagement, je vais maintenant passer la parole à M. Vigier. Merci beaucoup. Hop. Alors, merci. Donc effectivement, nous publions chaque année un rapport de vote et d'engagement qui, comme toutes nos politiques, est disponible sur le site internet des deux sociétés de gestion, LFDE et LBPM, même si c'est un rapport commun. Et comme tous nos rapports et toutes nos politiques, on travaille pour qu'ils soient le plus transparent et aussi on le souhaite le plus pédagogique possible. C'est à la fois un exercice de transparence pour nos clients, mais c'est aussi l'occasion de faire un bilan, comme Diane en a parlé, le bilan de l'année sur le vote et sur l'engagement pour pouvoir aussi nous améliorer d'année en année. Et c'est aussi l'occasion voilà, de faire du contenu pédagogique, puis ensuite être poussé donc à la fois à nos clients, à nos prospects, qui peut être utilisé pour les due diligence, les questionnaires. Donc voilà, donc c'est du travail qui est important, donc qui est conséquent, mais qui est toujours utile après tout au long de l'année. Donc dans ce rapport de vote et d'engagement, on va avoir des statistiques à la fois au niveau des sociétés de gestion, mais également le détail au niveau des fonds. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce type de rapport en tout cas sur l'activité de vote? C'est, on va avoir d'abord, beaucoup de statistiques, géographiques sur le type de résolution ou autre. Mais je pense qu'un élément probablement qui est le plus intéressant, qui est le plus représentatif aussi des spécificités de chaque, société de gestion et de l'application de leur politique, d'investissement responsable, c'est les motifs de désaccord avec le management d'entreprise. Donc c'est concrètement à quel moment,
par rapport à nos convictions, des pratiques de durabilité, nous nous sommes opposés à des résolutions, des émetteurs et donc la transparence sur ces différentes thématiques, permet de voilà, de comprendre concrètement comment, quelles sont nos convictions et comment on les applique et ça peut aussi servir, de base pour l'engagement, avec les émetteurs pour améliorer, les pratiques de durabilité, selon nos analyses. Donc là, on a parlé des résolutions un peu au sens large, et assez classiques des assemblées générales, mais de plus en plus, on voit, donc l'émergence de résolutions, liées, aux enjeux sociaux et environnementaux et notamment sur le climat avec, les résolutions, Say on Climate. Donc c'est des résolutions pour lesquelles les émetteurs vont présenter leur plan de transition, comment ils vont s'adapter, au le business de leur entreprise, au changement climatique et donc c'est voilà, on essaie d'avoir vraiment une transparence sur nous les critères minimums qu'on souhaite avoir pour pouvoir valider, un plan de transition. Alors après, c'est toujours, du cas par cas, hein, même si jamais on a des grands principes, on essaye aussi, parfois quand c'est la première fois d'encourager les émetteurs qui se lancent dans cet exercice qui est pas forcément simple. Hem, donc on peut, voilà, être plus indulgent sur les premières fois et ensuite ça sert aussi de base à l'engagement. Donc on donne de l'information sur les résolutions Climate, mais également sur les résolutions ESG externes, donc les résolutions, déposées par les actionnaires, qui sont principalement sur les enjeux environnementaux et sociaux. Ce qu'on peut également mettre dans notre, rapport, on va retrouver les prédéclarations des intentions de vote, donc qui permet également d'ouvrir le dialogue, avec les émetteurs. Lorsqu'on dépose, aussi des questions en assemblée générale, on va également le mettre, dans ce rapport quand on fait des dépôts de résolution. Et enfin, pour, vraiment, avoir une transparence, la plus complète, au niveau de nos votes, on utilise, donc un service, de notre proxy advisor ISS, qui est donc le Proxy Voting Dashboard. Donc c'est un lien public, qu'on transmet, qui est donc dans notre rapport de vote d'engagement et qui est public pour tout le monde et donc permet d'aller voir, fond par fond, qu'est-ce qui a été voté et même, assemblée générale par assemblée générale, résolution par résolution et donc voilà, c'est vraiment, tout le détail qui est, à disposition, du public. Et je vais laisser la parole à Diane sur l'activité d'engagement. Merci Valentin. Alors pour, l'activité d'engagement, on a voulu vous présenter des exemples en fait, de chiffres et d'informations que nous publions pour rendre compte de l'activité d'engagement. Donc on va publier le nombre, d'entreprises qu'on engage bien évidemment, les pays concernés, le pourcentage, d'encours, concernés par, nos actions d'engagement. On va présenter une répartition, sectorielle, géographique et par, thématique ESG, distincte de nos axes de progrès. Donc quand, je dis axe de progrès, en fait, au sein du groupe LBPM, on formule des axes de progrès, précis qui sont recensés dans notre outil interne que Valentin présentait tout à l'heure, Phoenix, qui permet en fait de suivre l'état d'avancement, donc là, c'est le petit graphe que vous voyez en bas à droite, d'un engagement, et en fait, lorsqu'on saisit un engagement dans notre base de données, de manière très concrète, on va lui, allouer une date d'échéance au sein duquel un bilan sera réalisé. Hem et donc on reporte, chaque année sur l'état d'avancement de nos engagements, voir s'ils sont, pour ceux qui sont, en cours, est-ce qu'ils sont, en cours à l'état initial? Est-ce qu'ils sont en cours, partiellement atteints? Ou est-ce qu'ils sont clôturés, atteints ou non atteints? Hem, on rajoute dans notre rapport d'engagement des exemples qualitatifs, d'engagement aussi bien collaboratif que bilatéral qu'on a avec les entreprises. Hem et puis on va également, présenter dès lors qu'on aura posé une question en assemblée générale, qu'elle soit écrite ou orale ou déposé une résolution, on le mentionnera dans notre rapport d'engagement. Je me permets d'anticiper une question que j'ai vue dans le chat sur, le label V3, à travers la slide que j'affiche à l'écran.
la question sont quelles sont les attentes, qui concernent le code de transparence dans le cadre de l'évolution du label ISR. Le cadre de transparence à proprement parler, je n'ai pas la réponse par contre sur ce qu'on doit mettre dans notre rapport d'engagement et donc ce qui est attendu finalement en termes de transparence. Ce sont les informations qu'on on voit, de manière, très peu lisible sur la slide, mais qui sont, présentées de manière beaucoup plus lisible dans notre rapport d'engagement, et qui sont en fait fonds par fonds, le pourcentage, d'assemblées générales votées par un portefeuille, avec, le dispatch de si les assemblées générales sont françaises ou quel est le pourcentage d'assemblées générales votées dans le reste du monde. On présente également le nombre, d'axes de progrès, enfin le nombre d'engagements qu'on réalise, sur la thématique environnementale, sociale et de gouvernance distinctement, fonds par fonds. On va également, présenter, le nombre d'entreprises, engagées dans un fonds et le pourcentage d'encours que ça représente par fonds et présenter, si, le fonds, a participé à une initiative d'engagement, collaborative. Donc toutes ces informations sont requises par, le label V3, et sont, publiées, pour le groupe LBPM au sein, d'une annexe dans le rapport, d'engagement du groupe. Hem donc on étend, en fait, par ailleurs, au-delà de faire de l'engagement avec les entreprises, chez LBPM, on fait, de l'engagement avec, de manière générale en faveur, de la finance durable avec d'autres acteurs de place, que les entreprises. Donc ça peut être, les pouvoirs publics, les régulateurs financiers ou, des organisations professionnelles. Donc, concrètement, ça se matérialise par, la signature de lettres publiques et des réponses qu'on peut faire à des consultations, des participations à la publication de certains rapports ou des participations à des panels, pour, sensibiliser des acteurs sur certains sujets. Hem, on fait également de l'engagement avec, les fournisseurs de données ESG. Donc, quand on identifie, des pratiques au sein de nos fournisseurs de données qu'on considère, heu, pouvoir être améliorées, on va engager, des dialogues avec nos fournisseurs. Donc ça peut être aussi bien sur la partie, proxy voting, mais également sur, les fournisseurs de données ESG, brutes. Hem et on va également faire de l'engagement avec les sociétés de gestion dans le cadre de la sélection des fonds. Donc que ce soit, la financière de l'échiquier ou LBPM, on a des activités de sélection de fonds. Chez LBPM, on a développé un outil qui s'appelle GRET AM, qui est en fait une grille de notation des fonds à travers lesquels on va analyser un certain nombre de critères de durabilité et on va faire, de l'engagement avec les fonds. Et on a le même principe chez, LFDE qui se découle dans un outil qui s'appelle Maturité ISR. Donc, on rend compte de l'activité avec, les autres parties prenantes que, les entreprises dans notre rapport, d'engagement, et on a voulu à travers une dernière slide illustrer en fait, des exemples, d'actions d'engagement qu'on a pu avoir avec, les pouvoirs publics, donc à travers des initiatives, collaboratives qui sont, pour l'exemple pris, le FIR, le Forum de l'investissement responsable et l'ICGN, l'International Corporate Governance Network. Pour le FIR, en fait, on a participé, à la publication de recommandations qui ont été émises en 2022 qui portaient notamment sur la facilitation du dépôt de résolution, ESG par les actionnaires. Donc en fait, la procédure de dépôt de résolution, est, assez lourde pour les actionnaires et peut décourager certains acteurs, pour entreprendre notamment des stratégies, d'escalade. Et l'objectif, de la publication du FIR était en fait de pousser pour une simplification, de la procédure de dépôt de résolution. Donc, très concrètement, réduire le seuil, en capital requis, allonger, la période, de dépôt possible. Aujourd'hui, ça se fait dans des périodes qui sont assez courtes et le FIR proposait également de dématérialiser le processus. Hem, la 2e, action d'engagement, avec les pouvoirs publics qu'on voulait vous présenter, c'est on a participé à un groupe de travail de l'ICGN, qui a, publié,
un papier à destination de la Commission européenne sur la révision de la directive, droit des actionnaires et qui appelle en fait, la Commission européenne à renforcer le droit des actionnaires pour favoriser une gouvernance plus responsable et les recommandations incluent, assez concrètement de supprimer un certain nombre d'obstacles, à l'exercice des droits de vote. Donc, il y a des procédures qui peuvent être assez lourde, en termes de vote. Il y a certains pays pour lesquels on doit, compléter, aujourd'hui des POA, on doit, bloquer, donc des délégations de vote. On doit, bloquer, on doit bloquer des actions pour pouvoir voter dans certains pays. Voilà, il y a un certain nombre, de freins assez concrets qui ont été identifiés et qui, à travers ce groupe de travail, ont été, recensés pour, entamer des discussions avec la Commission européenne. Donc, l'objectif était vraiment d'illustrer, comment est-ce qu'on peut aussi en tant qu'investisseur faire de l'engagement, non pas uniquement avec les entreprises, mais avec, d'autres acteurs, de place. Hem, donc c'est bon pour moi. Merci, Diane. Eh bien, on arrive, donc au terme de cet exercice. Donc avant de passer à la dernière session de questions-réponses, un sondage, un court sondage va vous être proposé, chères participantes et participants, sur l'outil. Nous vous remercions par avance d'y répondre. Il a pour objectif, d'améliorer notre, compréhension de vos attentes par rapport à ce type d'exercice, de manière à pouvoir proposer dans le futur, des formats qui soient, les plus adaptés, à vos besoins. Donc merci, merci par avance. En parallèle, de ces réponses au sondage, donc les questions qui ont été, collectées dans le cadre, de cette partie, on a une première question qui concerne la nature obligatoire, ou non, du code de transparence dont on a parlé tout à l'heure, s'agissant de l'information des porteurs. Est-ce que Guillaume, s'il te plaît, tu peux apporter une réponse sur ce sujet? Oui, merci pour la question. Donc effectivement, ça c'est bien un document qui n'a pas de caractère, obligatoire, hein, réglementairement. La synthèse SPOT l'a rappelé. C'est un document qui, effectivement, de longue date, s'est imposé comme un document de référence, hein, sur la transparence, des sociétés de gestion, donc en matière d'extra-financier. Depuis, hein, comme vous le savez, le cadre, réglementaire en finance durable, au niveau européen a été essentiellement un cadre de transparence, donc finalement est venu quelque part, en tout cas se substituer ou en tout cas définir finalement ces obligations de transparence, pardon, réglementairement. Donc ça, c'est effectivement, je vous confirme que c'est pas une obligation réglementaire et les obligations réglementaires de transparence, sont celles, hein, qui ont été, évoquées alors de manière non exhaustive en introduction, de cette séance et comme Diane l'évoquait, hein, concernant le label ISR, c'est des éléments qui sont propres au label, donc on peut vous renvoyer vers les certificateurs et le comité du label. Notant pour être complet que justement depuis la disparition du code de transparence, il me semble, hein, que certaines associations, et notamment l'AFG, ont mené des travaux sur le sujet, notamment une matrice de correspondance, hein, sur les obligations du label ISR, en fait l'ancienne version du code de transparence. Donc là aussi, on peut vous renvoyer vers les associations. Merci, Guillaume. Alors autre question qui est posée sur ce sujet, elle concerne la mise à disposition en ligne du détail des votes pour les fonds ouverts. Donc la question est la suivante: doit-on publier uniquement, le détail des votes pour les fonds ouverts classés article 8 ou article 9 ou, deuxième option, pour l'ensemble des fonds ouverts? Donc côté, AMF, je passe la parole à Grégory, puis après si vous le voulez bien à, heu, Valentin et Diane pour compléter. Alors pour côté EMF, ça va être très court parce que nous n'avons, analysé dans notre panel, que des fonds article 8 et article 9. Donc, sur les autres fonds, malheureusement, c'est une réponse qu'on ne peut pas apporter. Donc si Diane et Valentin, vous avez, la réponse, n'hésitez pas. Alors merci pour la question. Alors à mon sens, nous avions une obligation de publier, les votes, résolution par résolution que dans le cadre du label ISR. Donc c'était quelque chose qu'on faisait, avant chez LFDE de manière manuelle. Donc c'est-à-dire qu'on
construisait un rapport qu'ensuite on mettait sur notre site internet. C'est pour ça qu'un outil comme celui proposé par ISS qui permet d'avoir une plateforme automatique qui publie les résolutions, les votes concrets résolution par résolution pour l'intégralité des fonds permet de l'avoir en temps réel. Voilà, donc c'est un outil qui a un coût, mais qui est pratique quand on a énormément de fonds et permet une transparence totale. Merci beaucoup, Grégory, Valentin. Une dernière question peut-être avant de clôturer, l'exercice, sur le sujet, des attentes de l'AMF pour les investissements dans des sociétés non cotées et le suivi de leur politique de vote. Est-ce que Grégory, tu souhaites, apporter une réponse? Sachant que c'est quelque chose qu'on a vu dans la synthèse, donc on peut Alors, remonter. on l'a vu dans la synthèse, mais de manière assez marginale, puisque dans le panel qui avait été constitué à l'origine, on avait beaucoup plus de gestion traditionnelle au niveau de l'ESGP que de capital investissement. Et je pense que c'est une thématique qui nécessiterait un spot dédié, puisque là, en l'occurrence, notamment en matière d'engagement, il y a différents moments où les sociétés peuvent intervenir à la différence de la gestion traditionnelle. En effet, en gestion traditionnelle, on s'aperçoit que c'est surtout au moment, même si maintenant il y a des engagements qui sont pris au niveau émetteur, on s'aperçoit que c'est surtout au moment de l'AG, au moment du vote, où là on peut éventuellement avoir une influence significative, alors qu'en matière de capital investissement, il y a différents organes qui peuvent avoir lieu, les réunions d'actionnaires et autres. Donc là, je pense que ça mériterait, pour avoir plus d'éclaircissement, un spot dédié. Même si, bien évidemment, tout ce qui va être traçabilité des votes et autres, là, c'est de manière globale, on attend toujours la même diligence en matière de traçabilité des votes et de potentiels votes contraires à la politique de vote, comme on l'évoquait tout à l'heure. Merci, Grégory. Eh bien, on arrive au terme de l'exercice. Il nous reste à remercier dans un premier temps nos intervenantes et intervenants. Donc, merci à Diane, à Valentin, à Sandrine, à Grégory, à Alexis, à Guillaume et à Delphine que vous ne voyez pas, mais qui est bien là et qui a brillamment organisé, orchestré tout cela, notamment sous l'angle technique. Donc comme, vous le savez, l'événement sera disponible en replay, il a été l'occasion de le préciser dans le cadre des réponses aux différentes, questions. Merci également pour votre contribution au sondage. Nous allons lire scrupuleusement vos réponses de manière à vous proposer des webinaires toujours plus adaptés aux besoins, des acteurs supervisés par l'AMF. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir.